Bonjour et bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. Les Chebabs somaliens délogés de leur bastion de Baraoué. La ville située dans le sud du pays est désormais sous le contrôle des forces de l'Union africaine et des soldats somaliens. Leur mission maintenant est de sécuriser cette localité portuaire. Nous retrouverons dans ce journal notre envoyé spécial à Baraoué, Sarah Sako. La campagne électorale est lancée en Tunisie. Les électeurs doivent se rendre aux urnes le 26 octobre prochain pour choisir les 217 députés du futur Parlement. Une élection cruciale pour la Tunisie, mais aussi pour toute la région. Nous en parlerons avec Amira Yayaoui, directrice de l'ONG tunisienne Alba Oussala, en direct de Washington. Et puis c'est l'une des belles surprises de la rentrée littéraire, le roman Le ravissement des innocents de Taye Selassie. Nicolas Germain et Bengali Touré ont rencontré l'auteur d'origine ghanéenne et nigériane. C'est une défaite de plus infligée aux islamistes Chebab. Dimanche, l'armée somalienne et les forces de l'Union africaine ont mené une offensive pour reprendre Baraoué. Elles n'ont rencontré que peu de résistance dans cette ville portuaire, pourtant considérée comme la capitale des combattants Chebab. Le récit d'Antoine Mariotti. Les combats ont eu lieu au cœur même de la ville. Les soldats de l'armée somalienne et de l'Union africaine ont chassé les islamistes Chebab de Baraoué. Mais la plupart de ces Chebab avaient quitté la ville avant même l'arrivée des militaires. Ce n'était pas une résistance très forte, c'était vraiment minime. L'ennemi serait tellement stupide de vouloir nous affronter. Nous avons des forces vraiment supérieures, donc il ne s'élèverait pas contre elles. Mais malgré le départ des Chebab, la menace perdure. Les forces africaines craignent que les islamistes aient piégé les bâtiments avant de partir et que d'autres se soient simplement cachés pour ne pas abandonner complètement le terrain. Car la ville était en quelque sorte la capitale des Chebab. Elle n'avait plus été sous contrôle du pouvoir central depuis 1991. Ce lundi, le gouverneur de la province y a fait son grand retour. Vraiment, c'est un grand jour. Je suis très fier parce que c'était le fief d'Al-Qaïda avec ses combattants étrangers. C'est la première fois que je peux venir à Baraoué. C'est un grand jour pour moi en tant que gouverneur de Bas-Chebel. Cette cité portuaire était un nœud stratégique pour les islamistes, un point de passage important pour les armes, la nourriture et les exportations de charbon. Baraoué était aussi la principale porte d'entrée des combattants étrangers. Mais malgré cet échec et les offensives répétées des forces gouvernementales pendant l'été, les Chebab contrôlent toujours de larges pans du territoire. Les forces de la MISOM et l'armée somalienne se sont déployées dans les rues de Baraoué où se trouve notre envoyée spéciale Sarah Sako. Elle nous en dit plus sur la situation ce soir dans la ville côtière. Ce soir, les forces de la MISOM et de l'armée somalienne continuent de sécuriser la ville de Baraoué en faisant des patrouilles notamment et aussi en restant déployés dans cette cité portuaire. Toute la journée, ils ont procédé à la sécurisation de la zone. Par exemple, les commandos de la MISOM ont fouillé les immeubles suspects de Baraoué, tandis que l'infanterie se déployait dans les rues. Les civils ont également été approchés. Ils ont été regroupés sur la place centrale de Baraoué pour être sensibilisés à surtout s'éloigner des Chebab, les dénoncer et simplement être rassurés. On leur a expliqué qu'il ne fallait pas qu'ils aient peur de cette opération militaire, eux qui vivent depuis de nombreuses années sous la coupe des Chebab. Et justement, pour parler des civils, ils sont particulièrement difficiles à approcher, peu acceptent de s'exprimer. Certains nous ont expliqué qu'ils étaient très heureux, qu'ils avaient eu à payer de nombreuses taxes pendant ces dernières années et cela donc évidemment pesait très lourd sur leurs conditions de vie, mais très difficile de parler avec eux dans la mesure où ils ont encore très peur, beaucoup ont peur et surtout il y a un risque d'infiltration des Chebab, ce qui également diminuait beaucoup la marge de manœuvre pour s'approcher des populations. Ça va être maintenant le principal challenge, le principal obstacle des forces de la MISOM et de l'armée somalienne, éviter les infiltrations des Chebab et réussir à sécuriser véritablement cette ville de Baraoué. Cette décision du président kényan, Uhuru Kenyatta, a annoncé qu'il se rendrait mercredi à La Haye. Il entend ainsi répondre à la convocation de la Cour pénale internationale, la CPI, qui l'a inculpé de crimes contre l'humanité pour sa responsabilité dans les violences post-électorales qui avaient ensanglanté le Kenya fin 2007 et début 2008. C'est la première fois qu'un président en fonction comparaît devant la CPI. Je vous propose d'écouter Uhuru Kenyatta. Je prends aujourd'hui une mesure extraordinaire et sans précédent en application de l'article 1473 de la Constitution. Pendant que je serai à La Haye aux Pays-Bas, le vice-président William Ruto
agira en tant que président. Des accusations sans fondement et sans preuve sont toujours à l'ordre du jour. Mes accusateurs, à la fois mes compatriotes et étrangers, ont dépeint une image infâme de la plupart des leaders africains, les décrivant comme l'incarnation de la corruption et de l'impunité. 4 ans après la Révolution, les Tunisiens sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. La campagne électorale a été lancée ce samedi. Le vote aura lieu le 26 octobre prochain. En lice, quelques 13 000 candidats répartis dans 1300 listes. Avec nous en duplex de Washington, Amira Yayaoui. Bonjour Amira Yayaoui, vous êtes la présidente d'Al Bawsala, une ONG spécialisée dans la transparence et la politique privée. Vous avez, avec votre équipe basée en Tunisie, assisté à la vie politique tunisienne et surveillé le fonctionnement de l'Assemblée constituante. Amira Yayaoui, comment se passe le début de cette campagne en Tunisie? Suscite-t-elle l'intérêt des Tunisiens? Oui et non. La campagne commence sous haute tension. Il y a un climat quand même assez divisé en Tunisie, donc entre les islamistes et les anti-islamistes, les autres. Mais ça reste quand même les premières vraies élections du monde arabe. C'est pour la Tunisie un pas en avant. Malheureusement, il y aura certainement un taux d'abstentionnisme qui est plus haut que les dernières élections. N'empêche, cette tension-là montre le pas qu'a fait la Tunisie vers plus de démocratie. Amira, quel est l'enjeu de ce scrutin? Quel est le favori? On parle notamment du parti Ennahda. C'est un parti très organisé, très encadré. Va-t-il bénéficier encore une fois des divisions au sein des autres partis ou peut-on s'attendre à un scénario différent? En Tunisie, le vrai enjeu, c'est les élections législatives et surtout le choix du Premier ministre. L'Assemblée qui va être élue en fin octobre va devoir donner la confiance au prochain gouvernement et au Premier ministre qui a en fait la majorité des prérogatives exécutives. Aujourd'hui, il n'y a pas que Ennahda qui est favorite. Contrairement à la dernière fois, il y a 2 partis qui sont assez bien organisés. Donc les islamistes de Ennahda toujours, et puis aussi Nida Tounes qui est un parti comme un parti, alors comment l'appeler, assez conservateur, mais anti-islamiste, qui donc se dit descendant du bourguibisme. Les législatives auront lieu le 26 octobre. Elles seront suivies par l'élection présidentielle le 23 novembre. Des scrutins et surtout des résultats qui seront très regardés par les pays de la région. Oui, c'est comme j'ai dit, c'est le premier test, le réel test démocratique dans le monde arabe. Quand on voit l'état du reste des pays arabes comme l'Égypte, la Syrie, le Yémen, après leur révolution, en effet, c'est la Tunisie qui est un laboratoire de la démocratie va devoir montrer si ça va aller de l'avant ou pas. Maintenant, en effet, il y a des problèmes, on craint des choses comme la sécurité, comme la non-reconnaissance des résultats des élections, etc. Mais n'empêche, ça reste en fait une élection qui est attendue par le reste du monde comme étant peut-être un espoir de démocratie dans la région. Merci Amira Yayaoui. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Al Bawsala. C'est l'histoire d'une famille ghanéenne partagée entre les États-Unis et l'Afrique, une saga poétique racontée dans le livre Le ravissement des innocents de Taye Selassie. Nicolas Germain et Bangali Touré sont allés à la rencontre de la romancière. La presse française, comme avant elle l'américaine et la britannique, sont subjuguées par le premier roman de Taye Selassie, Le ravissement des innocents. Publié chez Gallimard, c'est l'histoire d'une famille qui se déchire entre les États-Unis et le Ghana. Cette romancière de 34 ans a un style unique. Elle installe un certain rythme, puis, soudain, décoche une phrase très courte, comme une gifle. Ce style, on le retrouve dans mes nouvelles, dans mon roman, mes essais. Je ne sais pas bien d'où il vient, mais je suis sûre qu'il va rester. Taye Selassie est née au Royaume-Uni. Elle a grandi aux États-Unis. Sa mère est du Nigeria, son père du Ghana. Elle a reçu des louanges de Toni Morrison et Salman Rushdie. Conséquence de ce succès, elle ne peut pas révéler grand-chose de son prochain livre.
Ce n'est pas top secret. Disons que c'est moyennement secret. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera très différent du premier. Nous lui demandons si la mégapole de Lagos sera pour ce siècle ce que New York fut au XXe siècle. C'est possible, mais pour cela, il nous faudrait un président né après 1957, après les indépendances africaines. Et il faudra probablement que ce soit une femme pour que ce pays se stabilise. Taye Selassie doit courir à son prochain rendez-vous. Ses nombreux lecteurs, eux, attendent avec impatience qu'elle achève son deuxième roman. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.